Bonjour Guillaume Durand. Bonjour Patrick. Quelle passion, quel incroyable amour pour l'art. Et là, je reçois évidemment le journaliste, celui qu'on aime, celui qu'on voit sur TV5 Monde, celui qui a écrit Déjeunons sur l'herbe, prix Renaudot Essai, magnifique ouvrage qui raconte comment vous partagiez avec vos parents l'amour d'aller au Louvre. Et là, c'est cette exposition Rothko qui commence demain à la Fondation Louis Vuitton et qui dit quelque chose à l'homme que j'ai en face de moi, qui est Guillaume Durand. Vous savez, ça dit quelque chose à tous les gens qui aiment l'art dans le monde, parce que Rothko fait partie des 10 plus grands peintres qui ont jamais existé, peints sur cette terre. En ce moment, vous avez à Orsay Van Gogh, vous avez au Musée moderne de la ville de Paris Nicolas de Staël, d'origine russe comme Rothko, et Rothko donc à la Fondation Louis Vuitton. Donc c'est le centre de Paris est devenu un espace occupé par trois génies de la peinture. Ouais. Et celui qui nous occupe, Marc Rothko, est un génie tout à fait particulier. Ouais, voilà. incroyable. On est là pour parler de lui. On va parler de lui, on va voir des images de cette exposition, d'avoir du lieu aussi, de cette Fondation Vuitton. On voit ces images. Qui était Rothko? En même temps, je voudrais, Guillaume, que vous nous racontiez ce personnage mort, suicidé en 1970 et qui venait de ce qu'était la Russie, au fond, à l'époque, avant de devenir américain. Voilà, ça correspond à Lettonie d'aujourd'hui. Il est né en 1903, il va mourir donc à 66 ans. Il est mort parce qu'il avait un anévrisme de l'aorte et son médecin lui avait dit qu'il n'était plus possible de faire de grands tableaux. Donc il se contentait de petits tableaux. Puis il a fini overdose de barbiturique et il s'est taillé les veines par se suicider. D'ailleurs, c'est intéressant et c'est un peu triste de se rendre compte que Van Gogh à Paris suicidé, de Staël au Musée d'art moderne suicidé, Rothko à la Fondation Vuitton suicidé lui aussi. Ça fait partie de ces gens qui ont révolutionné la peinture. On est dans un domaine qui est celui du sublime, d'une sorte de sublime mythologique. Et c'est aussi un homme, parce que vous êtes une émission d'actualité, qui vient quand même de la Russie des pogroms, qui part aux États-Unis parce que son père quitte la Russie pour justement éviter que la famille, les enfants soient embarqués dans l'armée russe. Donc les uns après les autres, ils vont quitter la Russie pour les États-Unis. Rothko arrivera aux États-Unis donc en 1913. Il va finir par adopter la nationalité américaine, puis adopter un nom américain, Marc Rothko, puis intégrer justement l'université américaine de Yale. C'est un étudiant extrêmement brillant. Son père était pharmacien dans ce pays lointain de la Lettonie de l'époque. Et il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands peintres du monde. Ouais, on voit extraordinaire cette rétrospective à la Fondation Vuitton de Paris. Parce que là, on rassemble des œuvres qui étaient éparses et qui racontent, au fond, ce personnage à travers les différentes périodes de sa vie. Oui, alors d'abord, je voulais signaler qu'il existe, puisque son fils est là, Christopher Rothko, donc Marc Rothko, l'intériorité donc à l'œuvre. Il est co-commissaire de l'exposition, donc il y a quelque chose de très émouvant de voir cet homme, non pas d'un certain âge, mais disons qu'il doit avoir une cinquantaine d'années, je ne sais pas exactement, qui s'occupe de l'œuvre de son père avec une ferveur religieuse, avec fondation des œuvres qu'il prête lui. Alors, l'histoire de Rothko comme peintre. D'abord, c'est une vocation. Il veut être peintre. C'est un étudiant brillant, je le disais. Les autoportraits de l'époque, il en a fait un seul, que vous allez peut-être découvrir donc sur l'antenne de TV5 Monde. Le voici, avec la bouche rouge, ses lunettes qui obstruent donc son visage. Quelque chose qui est assez proche de la peinture européenne faux, vous voyez. Le fond est abstrait. Il y a cette cravate rouge, il y a cette bouche rouge. Pour l'instant, le style de Rothko, c'est les grandes peintures colorées que tout le monde connaît, n'est pas un style défini à travers ce que nous venons de voir. Il a peint dans toute sa vie à peu près un peu plus de 800 tableaux. Sur les 800 tableaux, il y en a à peu près la moitié, 400, qui correspondent à ce qu'on connaît de Rothko. Vous voyez, c'est ça qu'on connaît de Rothko. Voilà. Ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. Ou la color field painting, parce qu'il a appartenu à ce mouvement qui, après la guerre, a rassemblé Clifford Steele, Jackson Pollock, Barnett Newman, etc. Mais tous ces Hélène Frankenthaler, John Mitchell, il y a eu aussi une grande exposition consacrée à John Mitchell à la Fondation Vuitton. Tous ces gens-là ont appartenu à un même mouvement, à une même génération, à quelques années d'intervalle, William de Kooning aussi, mais ils se sont petit à petit séparés. Alors, pour revenir à votre question qui est importante, Rothko, au départ, il essaye de faire, dans les années 30, dans les années 40, de vous représenter, Patrick. Il se pose la question, comme pour son portrait, la question de la figure humaine.
mais il sort d'une Russie, je le disais, qui est celle des pogroms et du désastre. Donc il va avoir une énorme difficulté à se singulariser dans son registre. Et il admire énormément deux artistes, Matisse. Oui. Il est fasciné par l'œuvre de Matisse, par exemple l'Atelier Rouge. Il est fasciné aussi par la musique, les grands opéras de Mozart. Et petit à petit, il va passer d'une figuration, Oui. Ce qu'on voit là, par exemple, à l'image. Oui. voilà, d'une figuration qu'il finit par abandonner parce qu'il n'a pas l'impression d'apporter quelque chose à l'histoire de l'art. Rothko a toujours été décrit comme un personnage extrêmement exigeant, parfois difficile de caractère. Après, il va aborder, donc on voit, vous voyez, cette grille d'escalier qui descend. Il va se rapprocher du surréalisme, parce que c'est le grand mouvement qui est le mouvement qui domine la peinture européenne, et il vient de cette Europe-là, donc entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, il y a un tableau célèbre qui s'appelle Tiserias, qui appartient d'ailleurs à Christopher Rothko, je ne sais pas si on peut la voir, mais qui nous rapproche, le voici, donc vous voyez du surréalisme, c'est-à-dire des figures qui sont des figures mythologiques, qui représentent sans représenter, qui sont au fond des représentations de l'inconscient. Ce tableau, il est très grand, il est à peu près aussi grand que les colored field paintings qu'on va voir. Il est magnifique, mais là aussi, il abandonne. Puis il se met, car il a conscience d'une certaine forme d'échec dans les deux domaines. Il n'est pas le premier des peintres surréalistes. Il n'a pas ajouté quelque chose de fondamental à l'art figuratif. Donc il se met à lire énormément. Naissance de la tragédie de Nietzsche, Freud, qu'il a beaucoup étudié, etc. Et c'est à partir des lectures qu'il va se dire qu'au fond, parce que nous passons d'une période tragique, qui est celle justement de la situation des Juifs en Russie, ou en tout cas dans l'Europe de cette époque, à la Seconde Guerre mondiale. Autre situation tragique. Et il arrive aux États-Unis, le conflit est en train de ravager l'ensemble de l'humanité, donc il essaye de trouver quelque chose qui soit une réponse à ça. Et sa réponse, elle est mythologique, c'est-à-dire que c'est un homme qui va se réfugier dans un art, comment peut-on dire? Oui, un art dramatique, un art de l'intériorité, quelque chose d'incroyablement fragile. Ces couleurs, vous voyez la figure de Rothko, on le voit fumant, réfléchir devant ses toiles avec le regard d'une intensité incroyable. Ce qu'il veut, c'est dépasser, vous voyez, je cherche les mots, sublimer une époque qui est une époque horrible et faire des tableaux qu'on va voir aujourd'hui, donc en 2023, en se précipitant à la Fondation Vuitton, parce que tout d'un coup, ils incarnent une certaine forme d'éternité de ce que nous sommes, Patrick. C'est vous, moi et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui sur TV5 Monde. Et c'est cette éternité qu'il a trouvée par la sensibilité, vous voyez, des bordures. Alors là, c'est le tableau qui représente évidemment l'affiche de l'exposition, mais la façon dont ces rectangles sont incroyablement sensibles sur les bords, dont les couleurs, on voit bien qu'à l'intérieur du rouge, puis à l'intérieur du bleu, il y a plusieurs couleurs qui se superposent, la manière dont il a cherché à superposer plusieurs couleurs pour arriver à trouver plus ou moins l'intensité, des tableaux très colorés, des tableaux sombres. Ben c'est là que pendant les années, entre les années 50 et les années 70, il va se mettre à triompher et à répondre à des grandes commandes qui sont des commandes pour Harvard, qui sont des commandes pour une chapelle à Houston ou pour des commandes qu'il va refuser, comme par exemple celle du Seagram Building à New York pour donner ces tableaux qui étaient prévus pour le Seagram Building à la tête de Brighton à Londres, parce qu'il admirait par-dessus tout Turner. On a parlé de Matisse, on a parlé de Nietzsche, on a parlé de Mozart, et là on parle de Turner, c'est-à-dire au fond c'est un peintre américain qui n'ignorait rien de ce que c'était que l'histoire de la peinture et de la peinture et de la pensée européenne. Oui, je vous montre là. Je suis long, hein, oui. Non, mais c'est passionnant, Guillaume. Regardez, voilà. Ça c'est le catalogue. Alors il y a une citation: je ne m'intéresse qu'à l'expression des émotions humaines fondamentales. Vous me permettez que je bois même bien peu d'eau. C'est ce que disait Rothko. On dit la tragédie, la mort, l'extase. Et selon la commissaire d'exposition, il faisait dans ce sens ou dans l'autre sens. Bah, si vous voulez, passer de l'extase à la tragédie. Et Patrick, vous présentez une émission qui est souvent une émission d'actualité. À un moment, est-ce qu'on va commenter éternellement l'actualité ou est-ce qu'on va essayer, justement dans le cadre Rothko, qui passe du pogrom à une guerre mondiale, d'une guerre mondiale à l'autre, ou est-ce qu'on va essayer de la transcender et ne pas simplement être le commentaire de ce qui se passe? Lui, toutes ses œuvres, c'est une manière
non pas de s'inscrire dans une époque et de la paraphraser, mais de montrer à quel point la condition humaine est une condition à la fois tragique et paisible, réconfortante par les couleurs qu'il offre et en même temps d'une fragilité incroyable. C'est ça les œuvres d'art. C'est ce qui nous permet de nous transcender. On ne peut pas perpétuellement, si vous voulez, faire du journalisme à propos de ce qui nous oppose aujourd'hui dans le monde, à propos des tragédies que nous connaissons. Et Dieu sait que vous les répercutez sur TV5 Monde, que vous faites votre travail le mieux possible. Mais il y a quelque chose qui nous domine, ce sont les artistes, Ouais. les rares artistes qui ont réussi à donner à ces événements un sens qui est pratiquement un sens, je vais employer un grand mot, mais religieux. C'est vrai. C'est vrai, au fond, par rapport à cette actualité que vous aussi, Guillaume, vous avez si souvent commenté, présenté, là, aujourd'hui, les déchirements, le Proche-Orient, le racisme, l'antisémitisme, des massacres de civils, vous dites, au fond, Rothko, là, il apporte un lien, il apporte une réponse à tout ça. Enfin, il ne veut pas apporter une réponse à tout ça, mais en tout cas, il veut le transcender absolument. Vous savez, on appartient à une génération où on se définissait par rapport à des idées. Alors, on était sartrien, on était camusien, on était pour Raymond Aron, pour George Orwell, etc., où on s'affiliait à des partis politiques. Maintenant, ce qui est devenu tragique, et c'est pas étonnant qu'on aboutisse à des conflits armés, c'est qu'on se définit par rapport à des religions et par rapport à des nations ou des pays. Donc le nationalisme, c'est la guerre. Et si vous ajoutez le nationalisme plus la religion, c'est 2 fois la guerre, alors qu'évidemment, dans des temps qui ne sont pas des temps si lointains, on essayait justement de mettre en avant des idées plutôt qu'un enracinement religieux ou un enracinement national. Mais avec Rothko, on est très loin de tout ça. Regardez la vibration de ses couleurs, qui est absolument extraordinaire. J'ai tellement de choses à dire sur simplement la juxtaposition de ces verts, de ces bleus, de la façon dont ces verts de l'intérieur, on voit qu'ils vibrent. C'est-à-dire que tout vibre avec tout. Le gris du bord vibre avec le bleu, qui vibre avec les verts, et à l'intérieur du bleu, du gris et du vert, il y a une vibration interne qui est la fabrication des couleurs. Vous voyez au dos de votre catalogue, vous pouvez le montrer, on voit Rothko qui est en train de réfléchir au tableau qu'il est en train de faire. Très sombre d'un côté, très rouge de l'autre. On a tort souvent de les opposer parce que sont rouges comme sont ces tableaux noirs, car il y a eu des black paintings de Rothko qui sont présentés à la fondation à côté justement de L'Homme qui marche de Giacometti. Plusieurs visions de L'Homme qui marche de Giacometti. Cet homme qui marche, qui s'arrachait justement à la condition humaine et à la condition de la guerre. Giacometti était suisse, c'est quand même très proche de la démarche de Rothko. Oui. Donc précipitez-vous, c'est sublime. Oui, mais le 27 février 1970, ce parcours de vie s'achève tragiquement, il se suicide. Ça aussi, ça fait partie de l'homme, de Rothko, au fond. À partir du moment où vous êtes confronté à une impossibilité de faire, il est jeune, il a 66 ans, hein, une impossibilité de faire ce pourquoi vous êtes fait, ça devient très compliqué. Et lui était d'une intensité totale. Je vous ai recommandé ce livre-là. Oui. Celui-là est assez inouï. C'est Clément Monguis, un journaliste du Monde, qui s'appelle Le Passant du Bowery. Donc Clément est un homme jeune, journaliste, donc qui se promène dans New York. Et il a retrouvé 222 Bowery, donc un immeuble dans lequel ont vécu, tenez-vous bien, Fernand Léger, Marc Rothko, donc Williamsboro, l'inventeur de la poésie américaine avec Ginsberg, poésie contemporaine, John Giorno aussi, grand poète américain. Tout ça s'est fait dans un immeuble qui a été loué à ces artistes par un marchand de biens où se sont succédés des générations d'artistes. Et les grands tableaux de Rothko, c'est-à-dire les tableaux les plus célèbres de Rothko, ont été peints dans l'atelier qu'il occupait dans cet immeuble, qui était un gymnase. Cet immeuble a été voulu au départ. Le Bowery, c'était le quartier, pour tous ceux qui connaissent New York, le plus délinquant de New York dans les années 50 de l'après-guerre. Pas très loin de Chinatown. Et la bourgeoisie, que n'aime pas tellement Rothko, du haut de la ville, c'est-à-dire de Park Avenue, de Madison, avait transformé cet immeuble en non pas une sorte de centre de redressement, mais un centre d'éducation pour les enfants de la délinquance du sud de Manhattan. Et c'est là que Rothko s'est installé, quand cet immeuble a été mis, si je puis dire, sur le marché par un marchand de biens qu'il a transformé d'un centre d'éducation à des ateliers d'artistes. Lui, il a dit, moi, ce que je veux, c'est le gymnase. C'était une sorte de terrain de basket. Il a muré une partie des fenêtres. Il en a gardé 2. Et il a commencé à peindre une série de tableaux qui sont les tableaux que vous allez voir à la Fondation, qui sont parmi les plus célèbres tableaux du monde. Oui,
Oui, mais quand je disais tout à l'heure... 222 Ouais. Bowery. Ouais. L'immeuble existe encore. Oui, mais quand je disais tout à l'heure, Déjeunons sur l'herbe, ce livre, Guillaume, qui était tellement personnel, qui a eu beaucoup de succès, je disais, prix Renaudot Essai, et qui dit, voilà, au fond, c'est moi je vais chercher là quelque chose de profondément nécessaire, comme une nourriture dans l'art. Au-delà de la furie du monde, on aurait besoin de retrouver ça. Bon, on a besoin, vous savez, quand Picasso a peint Guernica, on était en pleine furie du monde, hein, et il a installé le noir et blanc qu'avait déjà inauguré Manet comme étant la couleur de la modernité. Il y a les tableaux noirs et blancs. Je vous dis, il y a une grande salle qui est consacrée à ça chez Rothko. C'est vrai que le noir, même dans la culture pop, les punks sont en noir, le perfecto est noir, une partie de l'abstraction Malevich, c'est le noir. Le noir est devenu la couleur de la modernité et du XXe siècle. Maintenant, on est au XXIe siècle. Donc on est ailleurs, mais Rothko, il a essayé d'explorer tout ça. C'est-à-dire à la fois les couleurs de Van Gogh, celles de Matisse, l'atelier rouge, justement, et en même temps, il a fait la jonction avec ce qui sera la modernité d'aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe aussi pour beaucoup de gens qui voient les tableaux de Rothko, c'est qu'il y a des années, il y a eu une exposition au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, et la jeune femme qui dirigeait ça à l'époque, s'appelait Suzanne Paget. Et c'est elle qui aujourd'hui est la grande conservatrice de la Fondation Louis Vuitton. Et quand cette première, disons, rétrospective de Rothko a eu lieu au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, c'est pas la première en France, mais il y avait la queue du Musée d'Art moderne qui a avenue du président Wilson. On était en plein hiver, il faisait un froid glacial, jusque parfois au-delà du pont de l'Alma. C'est-à-dire que Rothko correspond, et ça c'est le mystère qui existe pour certains artistes dans le monde, hein, Shakespeare, Rimbaud. Rothko, pour les gens, représente une certaine forme d'absolu. C'est-à-dire qu'on a l'impression, il suffit de revoir cette affiche, qu'en matière de peinture abstraite, on ne pourra pas aller plus loin, plus intensément, plus fragilement, plus tragiquement, plus spirituellement, plus poétiquement. Et évidemment, je cherche mes mots, mais c'est normal, parce que si vous voulez, ces gens aussi sont des gens qui n'ont pas toujours un besoin fondamental de s'expliquer sur ce qu'ils font. Ils ont cherché, et pour certains d'entre eux, suivant la fameuse formule de Picasso, ils ont fini par trouver. Merci. Guillaume Durand, quel bonheur de t'entendre, Guillaume, et quel bonheur de cette envie, de ce partage. Envie d'aller voir cette exposition extraordinaire. Et il faut aller voir quand même les derniers mois de Van Gogh à Orsay, parce que ça aussi, c'est une expérience extraordinaire. Et la magnifique exposition de Nicolas de Staël au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui est commun à la littérature. N'oublions pas Rothko, de Staël et Romain Gary, puisqu'on parle des racines du ciel, justement. Ouais. C'est un autre sujet, mais ces racines du ciel, elles sont peut-être aussi un très beau titre pour l'œuvre de Marc Rothko. Ce sont tous des Russes qui ont immigré. Gary est arrivé à Nice, Rothko est arrivé à New York, et Nicolas de Staël est arrivé à Paris pour s'installer à Antibes, donc et finir sa vie. Merci. Merci, Guillaume. Fondation Louis Vuitton, Marc Rothko. Merci infiniment, Guillaume. Merci à vous.